à tous. Donc, moi, je suis François Richard. Je suis effectivement éducateur spécialisé, thérapeute familial et je coordonne des dispositifs de prévention que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui sont le Cannabis Café en milieu scolaire et le Hangover Café en milieu nocturne et festif sur Bordeaux. Voilà, et donc je travaille au CUID Addiction, qui est le comité d'études de l'information sur les drogues et les addictions à Bordeaux, donc une association qui fête cette année ses 50 ans, voilà, qui avait pour habitude de prendre en charge toutes les problématiques liées aux consommations, aux addictions, on dit maintenant, puisque à l'origine, on était plutôt orienté toxicomanie. Voilà, mais je vais laisser la parole à Jean-Laurent pour qu'il se présente. Bonjour, donc Jean-Laurent Prono, je suis effectivement coordonnateur de projet au CEI Addiction après avoir travaillé une dizaine d'années au XAPA Caru de Saint-Michel, qui est donc à la fois un centre de soins et un accueil de réduction des risques pour les personnes consommatrices de drogue. Je vais pas en faire plus sur le CEI Addiction puisque tu l'as présenté. Pour dire qu'on est de 12 ans à 99 ans, on accueille les personnes et on les accompagne là où ils veulent aller, avec toute une philosophie de réduction des risques et on va essayer de vous en parler dans notre présentation. Donc, nous, on cherche un petit peu de faire la présentation du proto un petit peu au niveau historique et des faits. Voilà, je vais commencer à partager le document. Hop, normalement, voilà notre présentation. Donc voilà, on l'appelait le protoxyde d'azote, un gaz pas toujours hilarant parce que comme on va le voir, il y a quand même quelques dégâts, à la fois des dégâts, des effets immédiats, mais surtout des effets à long terme sur des consommations excessives et sur la durée, sur une exposition. Donc, qu'est-ce que le protoxyde d'azote? Bon, ben voilà, c'est un composé gazeux, de deux atomes d'azote pour un d'oxygène. On l'appelle souvent le N2O, gaz hilarant, oxyde nitreux, mais les jeunes ou les consommateurs, on va dire, l'appellent plutôt souvent bonbonne, ballon, proto. Alors, il n'est pas inscrit sur la liste des stupéfiants, mais plutôt sur la liste des substances vénéneuses en France, pour son usage médical. Donc en fait, on a voulu commencer notre présentation en disant que le mésusage, le détournement de ce proto n'est pas si récent que ça, puisqu'il a été découvert au XVIIIe siècle, ce proto, ce gaz, par un chimiste, et après il a été utilisé à différentes reprises dans des clubs littéraires ou des fêtes foraines, puisque son effet euphorisant avait séduit un peu toute une sorte de personnes. D'ailleurs, la petite anecdote veut qu'un dentiste qui participait à un de ces cirques hilarants où le circassien enfermait les gens devant un spectacle et envoyait du gaz hilarant dans le dentiste spectateur en descendant les escaliers un coup dans le pied et s'est aperçu qu'il n'avait pas mal, donc de l'effet analgésiant et antalgique du gaz hilarant, et donc il a commencé à faire des essais de chirurgie dentaire sur lui et sur d'autres patients. Donc là, ça commençait à être un usage médical. Mais en fait, cet usage médical, il est revenu plutôt dans la seconde moitié du 19e siècle. Enfin, ça, c'est ce qui est raconté sur d'accord. Autant pour sur la deuxième moitié du siècle, à l'usage médical, et là, mélangé avec de l'oxygène pour éviter l'hypoxie. Mais donc, il y a eu beaucoup de soins obstétriques, dentaires, chirurgicales, faite à base de ce proto, et donc vous connaissez certainement ce mélange qui s'appelle un mélange équimolaire qui s'appelle le Méopa.
Puis après, on est revenu dans les écrits disent d'abord en Angleterre dans les années 80, puis aussi en France, enfin en Europe, dans des fêtes un peu illégales, les rêves et les free parties, voilà, donc ces effets euphorisants, ébriété, distorsion visuelle et sonore. On l'a retrouvé aussi dans les années 90 dans des soirées étudiantes, plutôt autour de la médecine ou de l'orthodontie, etc. Puisque il y avait des réserves. Alors là, c'était avec le Méopa. Et on revient vraiment avec une accélération dans ces dernières années là, depuis 2018, sur l'un de la consommation un petit peu plus dans la population générale, de façon récréative et surtout aussi sur le domaine public. C'est de là aussi où on a eu aussi beaucoup de retours des autorités ou des acteurs de terrain en disant mais qu'est-ce que c'est que toutes ces petites bonbonnes? Je vous la présenterai après parce que là c'est vrai que la diapo est sur les effets. Donc les effets, les témoignages rapportés sont vraiment voilà, c'est clairement des effets euphorisants, des rires incontrôlables, cette sensation d'ébriété, de distorsion audio et visuelle. Et certains parlent d'un petit gain d'énergie. On le verra après, mais il y a là de plus en plus les derniers témoignages, les gens le consomment pour venir un peu booster ou relancer des effets de l'alcool qui est en train un peu de tomber ou du cannabis ou d'autres stimulants, mais voilà, ce serait en seconde intention de prendre un petit peu de proto pour relancer un peu les effets disparus de ces produits. Alors, vous en avez certainement entendu parler, les effets sont très, très fugaces, très rapides, ils apparaissent très rapidement et disparaissent aussi rapidement. D'où une pratique assez connue de venir en fait prendre de la pratique avec le ballon, de respirer, inspirer, de respirer dedans sans reprendre de l'oxygène, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, on le verra après évidemment, parce que ça c'est dans les hauts risques quand même. Et ça peut venir effectivement créer une hypoxie puisqu'on ne se oxygène plus et avec des gros risques de chute à ces moments-là sur le risque immédiat. Et là, oui, il y en a qui veulent prolonger la petite diapo, mais jusqu'à 5 à 7 minutes en cas d'inhalation répétée et prolongée. C'est clairement voilà ces personnes qui vont enchaîner les ballons pour faire durer les effets de ce gaz. Ça, on a rajouté cette diapo cette année puisque on a fait une petite revue littéraire là, des derniers trends, tendances de l'OFDT et aussi des rapports du CUIP, Addictovigilance, avec où il y a quand même quelques témoignages de consommateurs. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en informer là-dessus, puisque donc j'ai déjà dit, c'est utilisé donc vraiment pour booster ou relancer les effets d'autres substances. Donc ça, on va parler de ça, c'est un mode plutôt festif, récréatif avec des personnes qui ne consomment pas régulièrement, mais on leur propose bon, en fin de soirée, peut-être avant de reprendre le volant, parce que effectivement, c'est aussi une alternative à l'alcool ou à d'autres produits qui sont longuement détectables et aussi altèrent les perceptions très longtemps. Là, le proto, au final, une fois consommé, rebooste un petit peu. Voilà, c'est la fête et va pas non plus perturber la conduite. Enfin, Ça va perturber la conduite, mais du coup, ça va pas être détectable par les forces de police. Donc, c'est ça le gros avantage que peuvent trouver certaines personnes dans la consommation de protoxyde, c'est que du coup, c'est pas détectable, on voit pas
Et donc, on peut faire la fête aussi avec les autres, avoir des sensations tout le long de la fête, sans être détectable ni au cannabis, ni au protoxyde, ni à C'est vrai. l'alcool. Et donc, du coup, voilà, c'est quoi le SAM consomme le protoxyde d'azote. Ça consomme du protoxyde d'azote, tout à fait. Donc j'étais sur les circonstances de consommation avec donc des témoignages de voilà de consommation sur l'espace public ou le lieu de travail, d'où justement 2018, 2019, 2020 beaucoup de petites cartouches de cette je sais pas s'il me voit des Ouais, petites cartouches, d'accord. Ouais, des petites cartouches de cette taille-là, beaucoup sur les trottoirs dans différents quartiers de Bordeaux, et, euh, et donc avec des arguments de voilà, on consomme effectivement sur place, et c'est parce que chez nous c'est un peu compliqué, et donc une motivation pour lutter contre l'ennui. Voilà, pallier un quotidien difficile et des fonctions d'automédication, se sentir bien entre ses potes, etc. Et souvent, c'est quand même co-consommé avec de l'alcool, du cannabis ou d'autres stupéfiants. Mais c'est quand même alcool, cannabis principalement et proto. C'était la troisième substance consommée sur cette fin de dizaine d'années, enfin 2018, 2019, 2020, après donc l'alcool et le cannabis en fait. effectivement, pallier contre un quotidien parfois difficile et lutter contre l'ennui, on aura affaire à un public pas forcément sur lequel vous avez affaire. C'est plutôt les publics très en difficulté ou des publics qui sont, enfin nous on l'avait beaucoup chez des publics exilés. Du coup, pendant la nuit, en attendant le client, ils n'avaient pas grand-chose à faire à part consommer du cannabis, de l'alcool. Ils avaient rajouté effectivement le protoxyde. Voilà, on a aussi eu des retours de personnes en situation de prostitution aussi qui ont consommé aussi pour pallier cet ennui-là, ce quotidien difficile. Voilà, c'est pas du tout l'usage qu'on va rencontrer chez la majorité des jeunes qui consomment du protoxyde, Mm. qui vont eux l'utiliser plutôt dans un cadre festif. Et on on a mis aussi ce point de vigilance puisqu'il y a il y a quand même une promotion de ce produit avec un petit côté inoffensif du produit puisque ça monte et ça descend, puis après limite à part un mal de tête, ça fait rien du tout et donc il y a une transmission très rapide, très facile entre pairs, entre consommateurs. Et ce côté fun et inoffensif est aussi majoré par les réseaux sociaux et certaines célébrités en mode ben ouais c'est fun, amuse-toi, voilà. Donc il y a presque pour les adolescents ça peut passer comme une injonction à l'expérimentation euh, plus que sur des produits un peu alcoolisés ou des choses comme ça là, puisque il n'y a pas soi-disant d'effet à long terme. J'avance. Donc en pratique, comment à l'époque quand on intervenait sur le protoxyde d'azote dans ces années-là, là, en 2020, eh bien ça se présentait sous forme de ces petites cartouches, effectivement, et qui étaient il y avait un outil spécial qu'on a pris en photo là, je vous le remonte devant. Ça s'appelle un cracker. C'était un outil qui a été spécialement inventé quand même pour craquer les petites cartouches, puisque normalement c'est dans les siphons à chantilly, ces petites cartouches. Et voilà, cette cartouche, on vient percuter en fait et gonfler un ballon qui va être dessus, qui va, voilà, le ballon. Ça va éviter d'avoir les brûlures immédiates sur les doigts ou sur la bouche pour inhaler le gaz, puisqu'il va être transféré à travers un ballon et après donc réchauffer normalement un petit peu pour après l'inhaler. Maintenant, désormais, on est passé à des gros formats, comme vous pouvez en voir un peu sur la diapo. On en retrouve aussi parfois quelques-unes sur nos routes. Ça se vend par carton de 6 ou 12. Il y a des gros arrivages. Il y a des gens qui commandent ça, voilà. Et là-dedans, il y a à peu près, il y a une centaine de petites cartouches comme je vous ai montré auparavant. Et après, il y a quand même les gros tanks aussi, on les appelle les tanks là, qui contiennent, bon là c'est très lourd par contre, contiennent énormément de ballons et on les bouge pas et on gonfle des ballons, tous ceux qui passent par là. Ça c'est plutôt en mode, on va dire en mode teuf.
Donc oui, sur ces grosses cartouches, il y a un petit détendeur, comme vous voyez sur la photo là, en bleu, qui permet de gonfler les ballons. À chaque fois, il y a un transfert du gaz par le ballon, hein, évidemment. Le produit est très accessible. Ça reste encore, alors, il est en vente libre pour l'instant. Dernièrement, avec une loi de 2021, il est interdit à la vente aux mineurs, mais sinon, elle reste libre. Elle tente d'être de plus en plus contrôlée, hein. Il y a effectivement cette loi, on va y venir juste à la diapo derrière. Donc contre interdire aux mineurs, interdire une vente d'une certaine quantité, de limiter la quantité vendue par personne. Les lieux, ce qu'on disait, certains lieux de fête ont des bars à proto. C'est désormais interdit. Alors par exemple à Bordeaux, c'est un arrêté municipal en octobre 2020 qui a interdit ça, et donc il y a pu avoir inspection dans certaines discothèques ou lieux de fête pour voilà, verbaliser si les bars à proto existaient encore. Après ça, c'est des arrêtés municipaux. Il y en a de plus en plus un peu sur le territoire national. Mais effectivement, on sait bien que maintenant, si on veut s'acheter un truc, il n'existe pas que les lieux pour acheter ou les magasins. Il y a forcément le fameux web. Et bien sur le web, ça se trouve à des prix défiant toute concurrence. Il y a une grande disponibilité. Et c'est pour ça aussi que, pour en revenir un peu sur des publics un peu précaires ou n'ayant pas beaucoup d'argent, ça coûte pas cher. Donc c'est une défonce à faible prix. Donc là, on vous a mis, par exemple, moi j'ai commandé pour mon matériel de démonstration, j'ai commandé chez Petit Kiff et c'est arrivé en 48 heures, 50 petites cartouches avec une dizaine de ballons et un cracker pour une trentaine d'euros. Voilà. Donc j'en parlais juste avant, les nouvelles réglementations. Alors la loi du 1er juin 2021 donc interdit la vente aux mineurs, punit le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné pour obtenir des effets psychoactifs, donc là avec amende, limite la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers et interdit la vente et distribution d'accessoires facilitant la conso. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce fameux cracker et ces fameux ballons, voilà, sont interdits maintenant à la vente. Voilà, et on peut être verbalisé si on en détient. Et donc, il y a une proposition de loi tout dernièrement, d'octobre 2022, qui vise à interdire la conso. Clairement, alors je crois que il y avait aussi sur la voie publique, ça c'est déjà Ouais. interdit, hein, la conso sur voie publique. Et là, c'est interdire la consommation. Donc là, il faudrait être pris sur le fait, effectivement. Voilà, on a mis quelques exemples. Ça, c'est le projet de loi, hein, des mois d'emprisonnement et de l'amende. Ce correspond presque C'est stupéfiant. aux stupéfiants, C'est la loi de vrai. 1970. C'est vrai Hein. que cette proposition de loi elle a pour objet de pénaliser l'usage, hein. On voit bien qu'on change de vision par rapport à ce produit-là, qui peut pas être réellement interdit à la vente parce que c'est un produit de grande consommation. Donc, le législateur a tendance à vouloir pénaliser l'usage. On verra tout à l'heure que ça, si on se réfère à la pénalisation du cannabis, par exemple, ça a peu d'effets productifs sur l'usage. Voilà, donc on voit qu'il y a peut-être d'autres solutions que pénaliser le consommateur. Voilà, mais en tout cas, Voilà. ça fait partie des choses qui ont suffisamment inquiété au niveau national pour que ce type de loi Tout à se fait. mette en place. Tout à fait. Il y a aussi dans le projet de loi des sanctions sur la conduite sous influence, puisque de nombreux, des cas d'accidents sous influence il y a eu du témoignage dessus, mais il n'y a pas pu avoir analyse puisque bah, dans la salivette, c'est pas possible Détectable. de repérer C'est pas ça. détectable. Et travaille sur une analyse sanguine. Euh, donc ça, c'est en projet. On verra comment on essaiera de vous donner des nouvelles si ça vient à être très actuel. Le, Oui. alors,
les consommations que vous avez tous vues ou les résultats des consommations que vous avez tous vues dans la rue, hein, c'est-à-dire que le nombre de bouteilles, de bonbonnes exposées à la vue voilà, ça inquiétait effectivement beaucoup de gens. On a commencé à avoir des hospitalisations suite à des consommations et jusqu'à ça a fait cet enflammement médiatique. Et après, du coup, on a confondu un petit peu tout, hein. Vous avez quelques exemples. Donc ça, c'est toujours ça a pour fonction d'inquiéter un peu tout le monde, de centraliser effectivement sur un produit, peut-être au détriment des autres. Globalement, les morts de protoxyde d'azote, on n'en a toujours pas, hein, Non. par rapport. Non. Donc en fait, c'était le seul décès qui avait pu être imputé réellement au protoxyde d'azote en consommation, parce qu'il y a eu des accidents de la route quand même. Après avoir consommé, c'était en fait, il s'est avéré que c'était un cas d'un autre mélange de gaz. Une bombe à air sec pour qui était avec d'autres gaz et qui a effectivement écrans provoqué un décès. Mais le protoxyde d'azote n'est pas mortel à l'usage. Effectivement, sur une syncope après une consommation en conduisant, ça peut avoir des effets délétères. Donc, du côté des risques, on voit bien que le principal risque, c'est, comme le disait Jean-Laurent tout à l'heure, c'est absorber un gaz à la place de l'oxygène. Donc, moins on prend d'oxygène, plus on s'asphyxie. Donc, si on fait ça pendant quelques minutes, effectivement, on fait une syncope due à une asphyxie. Donc, avec perte de connaissance, on tombe dans les pommes. Donc ça, c'était les premières constatations de risques liés à la consommation, qui sont dues pas forcément au protoxyde, mais le fait que le cerveau est plus oxygéné. Le second risque qu'on va retrouver, c'est pour ça qu'il y a utilisation soit dans un premier temps de siphon à chantilly, puis de crackers et de ballons. L'idée, c'était de refroidir un gaz quand il sort sous pression, il sort glacé. Vous avez peut-être ouvert votre bouteille de gaz et vous vous rendu compte qu'elles étaient plutôt froides. Effectivement, cette réaction physique fait que quand un gaz sort très fort de son contenant, il sort très froid. Et le froid brûle, donc on a eu des gens qui ont absorbé du protoxyde de carbone, du protoxyde d'azote directement en sortie de capsule ou de bonbonne, et ils se sont effectivement brûlés toute la bouche, les cordes vocales, la trachée. Voilà. Comme c'est un gaz un peu anesthésiant, ce que disait Jean-Laurent, qui avait été repéré comme un gaz anesthésiant, il va avoir tendance à anesthésier effectivement la trachée et jouer sur le réflexe de la toux, et provoquer effectivement des fausses routes. Donc les gens qui mangent après avoir pris du protoxyde d'azote, la petite glotte ne fait plus son effet, et donc du coup ça peut tomber effectivement dans la trachée et les bronches. Voilà. Et l'autre risque important, c'est les risques de chute liés à la syncope, liés au fait qu'on soit un peu euphorique, et en fait les personnes, après avoir absorbé du protoxyde d'azote, font des chutes. Voilà. Du coup, on a quelques pistes là pour réfléchir à réduire ces risques-là et accompagner les personnes qui souhaitent consommer du protoxyde d'azote et leur éviter la majorité de ces risques. Donc, on va retrouver, plus on a de gens qui consomment, plus on a d'effets secondaires. Hein, c'est comme pour tous les produits. Hein, c'est pour ça que souvent les médicaments, on se rend compte que les effets secondaires apparaissent après les études de mise sur le marché. Donc, c'est ce qui se passe avec ce produit-là. Donc, on a trouvé effectivement à court terme des nausées, des vomissements, des diarrhées, des pertes de repères dans l'espace-temps, hein, ça saoule un petit peu, les vertiges, des maux de tête, vous allez voir que c'est des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on trouve un peu avec l'alcool, des pertes de mémoire, voilà, mais aussi des petits problèmes neurologiques, voilà, avec une diminution de perception des sens, la vue, le toucher, l'odorat, c'est aussi des fois ce qui est recherché, hein, c'est une modification sensuelle, les difficultés à coordonner ses mouvements, ça reste un anesthésiant. Et des petits effets qui sont du fourmillement, des engourdissements au niveau des doigts, des orteils. Et après quelques sessions de protoxyde d'azote, les jours qui viennent, une fatigue qui peut durer.
Donc ça peut se retrouver sur des consommations. Plus elles sont importantes, plus on a des chances de retrouver ce type de symptômes. Et à long terme, on va avoir des gens qui consomment à long terme sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois régulièrement. Des choses qui peuvent apparaître comme des hallucinations visuelles, des troubles de l'érection, c'est toujours un message important à faire passer. Ça peut limiter l'envie d'utiliser le produit. Des palpitations, augmentation du rythme cardiaque, des trous de mémoire, ça peut jouer sur l'humeur. Voilà, besoin de. Alors ça, c'est une caractéristique de souvent des produits. Hein, c'est-à-dire que plus on utilise, plus il faut monter les doses pour avoir le même effet. C'est des effets de tolérance. Et lors de l'arrêt des consommations, on a des petits syndromes de sevrage qui peuvent apparaître également. Et les effets à long terme qui ont le plus inquiété, parce qu'effectivement, c'est celles qui ont le plus de conséquences qu'on a commencé à retrouver depuis 2019, puisque c'était des choses qui apparaissaient très très peu. Vous allez le voir sur la diapo suivante. C'est voilà, c'est les atteintes neurologiques, alors qui s'expliquent effectivement par le protoxyde d'azote empêche la vitamine B12 de se fixer, je crois, sur la myéline. Et donc, du coup, il y a une perte de vitamine B12 et cette vitamine B12, elle est quand même essentielle pour le bon fonctionnement de nos nerfs. Voilà, donc et plus il y a de consommation, plus il y a de risque de destruction de cette vitamine B12 et atteinte au système nerveux. Donc on a effectivement des sensations de fourmillement dans les orteils, des difficultés à marcher et des décharges électriques dans la nuque, voilà, et des paralysies dans les cas les plus graves, des paralysies des gens qui ont énormément de mal à marcher. Donc, dans la majorité des cas, c'est des symptômes qui sont réversibles, mais il y a eu quelques cas de personnes qui sont restées effectivement, de thrombose, effectivement, de thrombose au niveau cardiovasculaire, il y avait des effets. Voilà. Donc, comme tout produit psychoactif, alors même si le protoxyde d'azote reste un produit qui n'est pratiquement pas addictif. Comme anecdote, moi j'ai toutes les personnes qui prennent des solvants de cette nature-là, qui vont sniffer, en recherchant ce type d'effet-là. Moi, dans toute ma carrière, donc sur 20 ans au CUD, je n'ai vu qu'une seule personne addicte à un solvant. Donc, l'époque, c'était l'eau écarlate, mais avec sur cette même recherche-là d'effets. Donc, c'est pas des choses qui sont très, très addictives. Voilà. Mais il y aura toujours des personnes qui vont trouver un intérêt particulier à ce produit-là. Donc, c'est vrai que on pourra toujours trouver une ou deux personnes qui vont déclencher une problématique addictive. Voilà. Et en fait, par contre, dans un usage répété, sans forcément qu'il y ait addiction, ce qu'on appelle un usage à risque, effectivement, on va avoir des gens qui vont perdre le contrôle de leur consommation. Donc, alors pour éviter effectivement les risques, alors dans le discours, hein, on verra après un peu comment on peut prévenir un petit peu auprès des publics, des différents publics, et comment leur parler un peu des risques liés à cette consommation-là. Mais souvent, la première chose à faire, c'est effectivement de leur dire de ne pas consommer seul, pour éviter après, si jamais il y a un problème, en situation compliquée, d'avoir toujours quelqu'un qui soit capable de gérer, de préférer les inhalations ponctuelles et occasionnelles. Hein. Moins on va consommer, moins il va y avoir de risques. Et comme on le disait, l'idée c'est d'absorber régulièrement de l'air et donc de l'oxygène pour éviter les syncopes. Donc ça c'était souvent. Il y a eu beaucoup les gens cherchaient à avoir du protoxyde d'azote dans d'autres types de bonbonnes que les bonbonnes alimentaires ou médicales, et donc du coup des fois il y avait des mélanges comme on l'avait vu sur la diapo précédente, qui peuvent être beaucoup plus dangereux. Donc on dit effectivement privilégier ces bonbonnes médicales ou alimentaires, et toujours transférer pour éviter de se brûler le gaz vers un ballon, ne pas consommer directement à la sortie de la cartouche. Voilà, ce qui permet que le gaz se réchauffe petit à petit dans l'atmosphère et de pouvoir le consommer sans se brûler.
encore une fois, c'est consommer assis, éviter d'enchaîner les consommations parce que souvent ça a été des choses qu'on a vues notamment sur les réseaux sociaux. Euh, Celui qui consommait le plus, ça faisait partie aussi de la grosse rigolade de la syncope. Donc, d'enchaîner les consommations sans respirer d'oxygène et d'air et de respirer en continu, pardon. Voilà, on évite de mélanger avec les autres produits, ça c'est une règle générale, hein, mais malheureusement, on a vu que c'était plutôt lié à des consommations d'alcool. Mais c'est vrai que l'alcool peut potentialiser les effets négatifs du protoxyde d'azote. Et évidemment, ne rien conduire, pas seulement les voitures, mais les trottinettes, les vélos, les scooters, après avoir consommé du protoxyde d'azote, en tout cas dans l'heure qui suit la consommation. Et puis après, il y a des publics plus vulnérables physiologiquement au protoxyde d'azote. C'est les gens qui font de l'asthme, c'est les gens qui ont des problèmes cardio-respiratoires, puisqu'on voit que ça peut augmenter le rythme cardiaque. Et puis les gens qui ont des problèmes neurologiques déjà. Et bien sûr, en cas de grossesse, puisque le protoxyde d'azote traverse la barrière placentaire. Voilà. Et les personnes aussi qui auraient des carences déjà en Oui, vitamine B12. Donc, on parle de régime végétarien, vegan, etc., qui sont un peu carencés. Et ces personnes-là seraient plus à même d'avoir des effets rapides. Donc, alors là, vous avez cette petite courbe là qui était sortie sur le site de l'ANSES pour vous donner une ordre d'idée de l'évolution des cas d'intoxication signalés. Bon, là, on parlait on est au niveau national, donc on avait 5 signalements de personnes au niveau national d'une intoxication, ça veut dire qu'ils étaient passés à l'hôpital et la personne avait déclaré ou on avait découvert qu'elle avait consommé du protoxyde d'azote. Donc, 5 personnes au niveau national. Et on est monté en 2019 à près de 50 personnes. Donc, effectivement, ça fait une montée importante de la courbe. Et la majorité de ces cas sont été déclarés dans la région de Lille, puisque sur les 47, 20 venaient directement de Lille. Donc il y avait une disparité assez importante au niveau national et des régions. Et nous, on était bien en deçà de ces risques-là. Donc ça, c'était en 2019. Donc c'était plutôt effectivement des consommations chez les jeunes. Voilà, puisque 63%, les 2 tiers avaient entre 18 et 25 ans, mais les autres ne devaient pas avoir beaucoup plus. Et l'idée, c'était que voilà, ce qui fait que ça faisait à peu près 28 cas au niveau national d'intoxication au protoxyde d'azote. C'était quand même relativement peu par rapport au nombre de personnes qui consomment. Pour ça, on avait mis le fait que c'était à prendre en compte sur les 2,7 millions d'étudiants potentiellement qui pouvaient utiliser le protoxyde d'azote lors de leur soirée. Voilà. Alors, entre 2019 et 2020, il y a eu effectivement une augmentation importante des cas. Alors, qui peut aussi s'expliquer parce que les autorités sanitaires, les hôpitaux, les soignants étaient beaucoup plus sensibilisés à cette question-là, donc on fait aussi plus attention. Mais voilà, il y avait qu'à regarder un petit peu dans la rue, on voyait bien que les usages augmentaient. Voilà, du coup, ça a quintuplé entre 2019 et 2020. Et ce qui fait que les complications neurologiques graves dont on vous parlait tout à l'heure, elles aussi ont triplé. Donc l'âge moyen des consommateurs qui ont eu des complications, c'était 22 ans, donc c'était pas des mineurs en majorité, hein, c'était 1 sur 10 qui ont eu des complications graves ont été des mineurs. Voilà, et puis après ça vous ah oui. Mon collègue me fait remarquer qu'il y avait une faute. On ne passe rien ici. Voilà. Donc, l'enquête escapade et l'enquête en classe, qui sont les 2 principales enquêtes qui permettent de voir le niveau d'usage des substances psychoactives chez les jeunes, collège, lycée, montraient quand même que cette utilisation était assez fréquente quand même, parce que c'était 5,5% des élèves de 3e qui déclaraient à cette époque-là avoir consommé du protoxyde, et avec une prévalence
plus pour les garçons que pour les filles. Voilà. Puis sur Bordeaux, le CIP avait fait une enquête aussi. Ils avaient pu noter que c'était la troisième substance la plus utilisée chez les jeunes après le cannabis et le poppers, et à abstraction faite de l'alcool et du tabac. Voilà. Donc, bon, en règle générale, les cas signalés étaient en lien avec des très grosses consommations parce que on nous disait un certain nombre de personnes et qui restent très minoritaires ont tendance à consommer de manière beaucoup plus régulière. Encore une fois, hein, ça concerne un tout petit nombre qui va avoir tendance à consommer de manière un peu régulière, un peu massive. La majorité des autres vont consommer quelques ballons dans la soirée et ne vont pas, bien sûr, avoir ces problématiques graves qui vont apparaître. Ouais, là, on a écrit plusieurs dizaines de cartouches par jour. C'est un minimum. Pour les complications sévères, c'est plutôt des centaines par jour et voire 500 par week-end. Des témoignages qui sont rapportés. Voilà, ça correspond à très très peu de personnes. Donc, en résumé, les prévalences de consommation les plus importantes, encore une fois, elles sont plutôt du côté de la nord de la France. Alors, ça s'explique aussi par la disponibilité plus grande. On voit que se procurer maintenant du protoxyde d'azote, c'est plus compliqué dans l'achat en magasin. On ne va pas pouvoir acheter en magasin du protoxyde d'azote comme on veut, donc il faut passer par les réseaux sociaux, avoir les réseaux qui puissent se fournir. Et on voit bien que c'est des produits qui viennent plutôt du nord de l'Europe. Et donc, du coup, effectivement, le nord de la France a été plutôt touché par ça que la Nouvelle-Aquitaine. On a vu, comme le disait Jean-Laurent, que les réseaux sociaux ont une part importante dans la promotion de ce produit-là. Il y avait pas mal d'influenceurs qui vantaient ce produit. Le fait que c'était facile à se procurer, on voit bien qu'un produit, plus il est facile à se procurer, plus on a tendance à l'utiliser. Et il y a vraisemblablement un effet de mode, voilà, qui a eu lieu, qui fait que, comme il y a des modes, la mode du foulard, la mode, voilà, qui passe, et donc tout le monde a envie d'essayer. Quand c'est renforcé par les réseaux sociaux, ça amplifie le phénomène. On se pose la question, est-ce que le Covid a eu un effet renforçant au niveau de cet usage-là, en cherchant des outils pour s'aérer la tête sans faire de bien jeu de mots. Voilà, en tout cas, ça a été vraiment majoritairement utilisé sur cette période de 2019 à 2021-2022. Et avec une baisse, ce qu'on voit nous sur le terrain, puis vous, ce que vous devez constater si vous vous baladez dans les rues, les quartiers, c'est-à-dire que entre 2020 et 2021, vous voyez des cadavres de bouteilles et de bonbonnes partout. Maintenant, ça devient presque anecdotique. On voit, nous, en intervention en milieu scolaire, en lycée, que ce produit commence à être de plus en plus critiqué. Il a beaucoup moins cette image positive. Alors ça s'explique parce qu'il y a eu de l'information aussi, c'est-à-dire que c'est un produit qui était repéré comme n'étant pas dangereux, avec de l'information au fur et à mesure qui arrivait par différents niveaux, et notamment on voit que la question des réseaux sociaux, ça a aussi un effet bénéfique, c'est-à-dire que de plus en plus d'influenceurs critiquaient ce produit-là en expliquant un petit peu les risques. Et puis quand quelqu'un avait l'outrecuidance de le présenter sous un mode positif, il se faisait laminer au niveau des commentaires, comme quoi il était irresponsable, que c'était n'importe quoi. Donc on a une espèce d'autorégulation aussi au niveau des réseaux sociaux. Voilà, c'est un peu l'hypothèse qu'on peut en faire. Et tout ça permet de contrebalancer l'image positive. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'utilisation de protoxyde d'azote, mais ça veut dire que on pense, en tout cas nous sur la région, ce qu'on voit, et avec le discours des jeunes et les chiffres et les données 2022-2023 nous diront si on a eu raison. Voilà, en tout cas, c'est pas un produit, c'est un produit de moins en moins usité et qui a une image de plus en plus négative. Voilà. Alors, une petite comparaison avec l'alcool, parce que on parlait tout à l'heure de l'emballement médiatique qu'il y avait pu avoir par rapport au protoxyde d'azote, c'est-à-dire que ça fait peur, parce que c'est un produit
qu'on connaît pas parce que c'est un produit que utilisent les jeunes. On a souvent ce réflexe-là quand c'est amplifié par les médias. Si on compare avec l'alcool, où on va retrouver que 10% des adultes vont se retrouver avec une difficulté d'alcool. Vous vous rappelez 450 cas en France de complications, si vous le mettez en lien avec les 10% des adultes qui sont en difficulté avec l'alcool, que c'est l'alcool est responsable de 200 maladies et atteintes diverses. C'est la deuxième cause de décès prématuré en France. Et après, si on s'occupe plutôt des jeunes, on voit que l'alcool, c'est le tout premier motif d'hospitalisation, les conséquences d'une consommation d'ivresse, hein, pas de consommation chronique, mais d'ivresse. Voilà, toute première cause d'hospitalisation en France. Et les jeunes représentent près de 20% de ces hospitalisations pour problématiques liées à une alcoolisation aiguë. Voilà, je peux continuer sur les 49 000 décès, les maladies cardiovasculaires, etc., les accidents de la route. Voilà, pour vous dire qu'il n'y a rien de comparable entre ces deux produits. Donc l'idée, c'est aussi de remettre le protoxyde d'azote et d'avoir ce recul-là en disant que peut-être la priorité qu'on peut avoir, c'est s'inquiéter des consommations d'alcool, puis peut-être du tabac, puis après le cannabis dans cet ordre-là. Mais vraiment le protoxyde d'azote, même si ça peut faire peur à un moment donné parce qu'il y a une grosse vague, on est très très loin de ces risques liés à l'alcool, notamment dans le cadre festif. Juste pour vous présenter un petit peu, pour ceux qui sont moins familiarisés avec qu'est-ce qui va faire quand on va avoir un problème avec un produit. C'est la caractéristique du produit lui-même. Donc le protoxyde d'azote, on voit que c'est un produit moyennement dangereux dans une utilisation récréative. Si on fait attention en prenant un minimum de risques. C'est un produit qui n'est pratiquement pas addictif. Alors, je pourrais trouver une ou deux personnes qui vont avoir un problème addictif avec ce produit-là. C'est une question de personnes. Il y a des personnes qui vont effectivement rencontrer ce produit-là et trouver une appétence particulière, donc ils vont avoir tendance à répéter. C'est plutôt les personnes fragiles en situation difficile, psychiatriquement, psychologiquement. Voilà. Alors l'âge effectivement a un impact aussi. C'est-à-dire que plus on commence une consommation jeune, plus cette consommation peut avoir des conséquences par la suite. Voilà. Donc, et le troisième facteur, c'est l'environnement, et on voit bien comment l'environnement là a été modifié depuis quelques années. C'est-à-dire que la disponibilité du produit, c'est la facilité de pouvoir avoir accès, le fait que ça soit un effet de mode, le fait que ça soit dans un contexte où il y a des réseaux sociaux qui promeuvent l'usage. Voilà, on voit bien comment ce combo-là a pu faire monter sans forcément que des centaines de personnes ou des milliers de personnes aient des problèmes avec ce produit-là. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est c'est important de s'en inquiéter quand même en le replaçant à sa place, et notamment avec les plus jeunes. Donc je disais tout à l'heure, plus on est jeune, plus il y a des risques, plus on prend des produits quand on est jeune. Alors pourquoi on prend plus de produits quand on est jeune? Ça fait partie aussi des particularités individuelles, mais souvent c'est lié à des fragilités. Donc au niveau collège, on va dire, c'est toujours la complexité de mettre en place de l'information sur les produits, parce qu'on se rend compte que donner de l'information en appuyant sur les risques, souvent on a un effet délétère, parce que ceux qui n'avaient pas eu l'idée de consommer en sortant de la séance de prévention, ils se disent ah oui, pourquoi pas essayer. Ceux qui étaient convaincus, qui avaient peur que ce produit-là était dangereux pour eux, de toute façon, on ne consommerait pas. Il peut y avoir des effets de groupe autour de ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué on voit de plus en plus dans les programmes de prévention ceux qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent pas et ceux qui sont délétères. L'idée c'est plutôt de travailler sur des programmes qui vont développer les compétences psychosociales des adolescents. Donc il y en a plusieurs qui sont assez compliqués à mettre en œuvre. On voit, ça demande des moyens, ça demande, puisque c'est des programmes qui sont
qui ont une durée de plusieurs semaines d'affilée, avec un intervenant à chaque fois, qui peuvent intervenir que sur une seule classe. Voilà, donc c'est qui ont un coût, mais c'est des choses sur lesquelles de plus en plus les pouvoirs publics mettent l'accent. Donc vous avez peut-être entendu parler d'Unplug, par exemple. Voilà, donc ça va. On sait que ça c'est efficace pour limiter la précocité des usages et limiter l'intensité des usages. Un autre volet qu'il faut pas éviter, c'est de faire de l'information aux parents, parce que les parents sont les premiers protecteurs au niveau éducatif et sur la prévention des consommations. Donc, plus les parents sont au courant des risques, plus ils vont en parler de manière sans être dans la diabolisation de tous ces produits-là, mais en posant un cadre clair et en discutant, facilitant la discussion autour de ces sujets-là avec leurs enfants et leurs adolescents, plus ça va protéger. Effectivement, et éviter de baser l'information que sur les risques. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Travailler sur les élèves, ceux qui vous voyez considérés comme les plus fragiles, c'est ceux qui auront tendance à faire peut-être le plus d'expérimentation. Donc, vraiment essayer d'évaluer un petit peu là où ils en sont en ciblant tous les produits, toutes les pratiques qu'ils peuvent avoir, en commençant par les plus banales comme le tabac, l'alcool, puis le cannabis, puisque tu as essayé d'autres types de produits. Voilà, qui permet déjà de faire du repérage et peut-être voilà, faire en sorte que ceux qui vont avoir des comportements le plus à risque soient repérés et puissent être orientés ou accompagnés. Donc avec les plus âgés, on voit ce qui fonctionne au niveau prévention. C'est ces approches qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui sont basées sur la réduction des risques. Donc, on va pas empêcher, si vous dites à quelqu'un, je veux pas que tu consommes et que lui, il a envie de consommer, on voit bien que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, l'idée, c'est de lui donner les outils pour qu'il réduise les risques liés à la consommation qu'il a choisie. L'idée aussi, c'est de lui permettre d'avoir accès à une information objective. Donc, ça, il y en a de plus en plus sur le protoxyde d'azote. On vous a donné quelques sites qui en parlent et celui de la Medica est plutôt adapté. Et après, développer des législations cohérentes. Voilà, travailler sur la prévention, travailler sur la réduction des risques plutôt que de travailler sur la pénalisation de l'usage. On voit bien comment on tombe dans des embryos juridiques qu'on a vu avec le protoxyde d'azote ou le CBD dernièrement. Voilà. Donc, en positionnement professionnel et réduction des risques, l'attitude, c'est de prendre le consommateur là où il en est, de sa consommation, de sa relation au produit, de ses attentes. Si vous lui insistez pour lui faire renoncer à sa consommation, vous allez faire chou blanc, il va pas vous écouter. L'idée, c'est plutôt de s'intéresser à ses modes d'usage, au plaisir qu'il y recherche, parce que avant tout, c'est des produits qui sont utilisés, comme peut-être un certain nombre d'entre nous vont utiliser du tabac, de l'alcool ou d'autres substances. Les adolescents et les jeunes, ils utilisent ces produits non pas pour se faire du mal, mais pour se faire du bien, généralement. Voilà, donc on dramatise pas, on culpabilise pas dans la relation. Et on n'essaie pas de savoir pourquoi il consomme, est-ce qu'il est malheureux, est-ce qu'il est mal, mais plutôt comment, dans quel contexte. C'est une stratégie qui permet d'ouvrir le dialogue avec un adolescent, de s'intéresser réellement à ça et pas forcément, encore une fois, focaliser que sur ce produit-là, mais comment il fait la fête, comment ses copains font la fête, qu'est-ce qui s'y passe, voilà. Reconnaître que s'il y a une consommation, elle n'est pas masochiste, mais elle est du côté du plaisir. Et souvent, on se rend compte en échangeant avec eux, ils ont envie de prendre du plaisir en consommant, que ce soit de l'alcool, du tabac, du cannabis ou du protoxyde d'azote, mais ils n'ont pas forcément envie de prendre des risques démesurés. Donc, plus on favorise l'échange avec eux, plus ça va être simple d'aborder ces questions-là. Voilà. Et puis quand on leur propose de nous faire la liste des risques qu'ils connaissent sur la consommation et des moyens d'éviter ces risques-là, déjà on part de leurs compétences.
Et si jamais on voit qu'ils sont trop à la ramasse par rapport à cette connaissance-là, on peut toujours aller chercher de l'information avec eux et discuter avec eux de savoir ce qu'ils pensent de ces informations-là et voilà de faire monter leurs compétences sur la connaissance du produit et de la réduction des risques. Donc dans tous les cas, il faut rester dans une relation de confiance et pour ça, il faut garder bien entendu une posture bienveillante, d'écoute non jugeante. Voilà. Donc, en cas de consommation très problématique avec des dommages, on voit que s'il y a des premiers signes neurologiques, alors ça, voilà, si un jeune commence à se plaindre, un jeune adulte commence à se plaindre de fourmillements dans les doigts, de mal de tête un peu régulière en dehors des périodes de consommation, ben, ces premiers signes neurologiques là sont déjà un élément qui va dire qu'il faut qu'ils arrêtent tout de suite de consommer, puisque c'est sûrement lié à un déficit en vitamine B12. Donc, on pensait intuitivement que si la personne elle avait un déficit en vitamine B12, il suffisait de lui remettre de la vitamine B12. Il semble que non, c'est pas suffisamment efficace. Comme le disait Jean-Laurent tout à l'heure, ben, ceux qui ont déjà des déficits, ça va être important de les informer. On a de plus en plus de jeunes hein, qui ont tendance à pas manger de viande, de laitage, etc., qui sont sur un régime plutôt vegan et donc ceux-là ils vont déjà être en carence, ils doivent être informés que ben, ça va pas arranger les choses de consommer du protoxyde d'azote. Et puis dans le cas rare d'un abus de substance, voire d'une addiction, ben, effectivement, il faut prendre en charge cette addiction-là. Donc, il faut l'orienter vers nous, le CBD, le cannabis, pour qu'il soit pris en charge ou d'autres professionnels pour cette problématique liée à l'addiction. Il y a d'autres associations. Voilà, d'autres associations. Donc, on vous a laissé quelques petits sites hein, que vous pourrez aller consulter. Donc, vous avez celui de la Fédération Addiction, celui de l'ANSEM, si vous voulez vraiment avoir toutes les données techniques au niveau médical, au niveau usage, donc qui date effectivement de 2020. Et le site de la Mildeka, qui je trouve a fait quelque chose de plutôt intéressant. Alors ils ont pas édité en papier, c'est dommage, mais en tout cas les informations sont claires et peuvent être, on peut s'en servir pour discuter avec les jeunes. Donc on peut toujours faire des petites impressions pour avoir ces informations. C'est très clair, très précis, concis et ça donne la plupart des informations que les jeunes peuvent avoir besoin par rapport à ce produit-là. Voilà. Il y a aussi, on l'a pas mis, mais on s'est inspiré aussi du dernier tendance de l'OFDT que vous trouverez sur leur site web ofdt.fr. Oui, tout à fait. On le remettra. Ouais. Avant de faire passer le diapo, on le remettra effectivement. Je vais vous appeler. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Alors, sur notre diaporama, on vous a fait part de quelques témoignages. Alors, on a pris les pires hein, quand même pour voilà. Histoire de voir que bah, potentiellement pour ceux qui sont le plus alors là c'est plutôt des usagers qui ont l'habitude de consommer toutes sortes de produits sur ce site-là et donc du coup ils peuvent sur ce site-là ils témoignent des effets qu'ils vont trouver dans toutes sortes de produits et donc là ils sont dans des essais de grosse consommation de protoxyde donc avec des effets voilà mais ils ont toujours un regard très critique sur leur consommation c'est ce qui est intéressant et c'est pas pour tous les produits qu'ils ont ce type-là d'analyse. Et nous, pour avoir enquêté un petit peu aussi auprès des personnes qu'on accueille, hein, qu'on accompagne, on parle protoxyde d'azote. Bon, alors forcément, c'est des consommateurs de stupéfiants, de nombreux stupéfiants divers et variés. Mais le proto a vraiment une mauvaise réputation en termes, il en faut beaucoup. Voilà. Le premier témoignage que vous lisez là, c'est plutôt, voilà, il faut beaucoup pour que ça fasse quelque chose. En plus, ça fait mal à la tête, ça sert à rien. C'est pas cool pour s'éclater et se défoncer. Voilà. Et là, on a un dernier témoignage, c'était juste pour justement parler d'une personne, des personnes dont tu as parlé, François, qui en abusait avec des vrais abus. Et donc là, voilà, elle a pris du proto pendant 3 mois avec de nombreuses cartouches par jour et bon voilà, cette personne n'arrivait plus à bien marcher, bien articuler, bien à se faire comprendre
et donc a dû être hospitalisé en psy pour reprendre pied et puis pour un peu reprendre des bonnes habitudes. Voilà, elle a dit que elle a clairement abusé, elle en a payé les prix. Je sais pas si, voilà, hop là, ça c'était la dernière truc, c'était par rapport à des petites vidéos qui peuvent tourner. Bon, brut, ça reste quelque chose de l'information. C'est toujours intéressant. C'est une petite vignette vidéo de 2-3 minutes. Voilà. Mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. Peut-être qu'on Ouais, va ouais. passer à, si vous avez des À la questions. pause. Alors, il y a eu pas mal de questions, notamment sur des données de consommation. On va essayer de faire un peu par thématique. Donc, des données spécifiques de consommation sur la Gironde en région ou en national. On a vu que finalement, c'était assez compliqué d'avoir des données. Et il y a eu quelques statistiques d'hospitalisation qui vous ont été données en Nouvelle-Aquitaine. Une question peut-être plus globale. Depuis quand, à partir de quelle période là vous avez vu qu'il y a eu une augmentation un peu des demandes et des consommations? On a commencé à en entendre parler. Et là où est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment une consommation qui augmente ces derniers temps? Alors du coup, les premières constatations, les premières inquiétudes, elles sont arrivées effectivement en 2019 au niveau national, puisqu'on a eu un premier pic. Hein, c'était le petit graphique que je vous ai montré dans la présentation, où on est passé de 5 cas signalés au niveau national à 47. Et puis après, ça a continué à monter de manière assez importante puisque les cas signalés ont quintuplé jusqu'en 2020, 2021, et on s'est rendu compte que, a priori, nous, en discutant avec les CUP qui n'ont pas encore sorti les données au niveau de 2021 et 2022, nous, c'est plutôt les constats sur le terrain et le discours des jeunes. Là, on a une baisse massive. Donc, en fait, ça correspond vraiment juste un peu avant la période sanitaire, de crise sanitaire. Ça a été majoré un peu pendant et surtout après, au moment du déconfinement et de l'arrêt, où on a vu beaucoup de cadavres, d'utilisation de bonbonnes, puis de grosses bonbonnes. Et puis avec un discours chez les jeunes, voilà, qui allait avec aussi. C'est là qu'on a les chiffres aussi des 5% d'élèves de troisième qui avaient déjà expérimenté le protoxyde. Voilà. Nous, clairement, on voit vraiment et dans la rue et auprès des jeunes une désaffection de ce produit-là, donc une baisse, et donc forcément on va avoir une baisse au niveau des risques sanitaires liés à ce produit. Et justement, concernant les profils, il y avait des questions là que vous parliez chez les jeunes. Est-ce que c'est une consommation qui est plus présente au collège, au lycée? Est-ce qu'il y a des consommations qui arrivent avant? Quand est-ce que les âges d'expérimentation? Alors, est-ce que vous avez des... C'est 21 ans, la moyenne d'âge. Ok. Des problématiques, ouais, c'était 21 ans. Sur les problématiques. Donc en moyenne, c'était. Mais comme c'était un produit très disponible, alors du temps des petites cartouches, vous alliez au petit supermarché du coin, vous pouviez acheter 10, 15, 20 cartouches pour une dizaine, une quinzaine d'euros. Voilà, puis on pouvait en commander. Puis moi qui faisais de la cantine, puis du sauce avec mon siphon, ça m'arrivait d'en acheter en 200 ou 300 cartouches, voilà, pour 50 euros. Donc on voit que cette disponibilité-là, cette facilité d'accès aux produits favorisait l'expérimentation et l'usage. Après, il y avait eu tout un pan de manière de s'en procurer par les réseaux sociaux, où vous avez des dealers qui pouvaient vous amener carrément en les contactant sur Snap, vous livrer une bonbonne.
Voilà. Donc ça, il semble que ça a plutôt diminué. Et c'est vrai que c'est des gros usages de bonbonnes comme ça, de grosses bonbonnes. Même si on en a vu pas mal sur Bordeaux, essentiellement c'était dans le nord de la France parce que c'était de là que venaient les fournitures. Donc, comme nous, on a beaucoup plus de cannabis, par exemple, que dans le nord de la France. Inversement, eux, ils ont beaucoup plus de protoxyde d'azote. C'est en fonction des routes d'acheminement des produits. Alors, si je peux rajouter peut-être en termes de peut-être de territoire, il y a quand même aussi plus ça a été relevé, plus de consommation dans le quartier prioritaire. Voilà. Après, des jeunes un petit peu désœuvrés, en échec scolaire, etc. Et aussi avec les points de deal ou dans les coffres de voiture pouvaient se retrouver des cartons avec les bonbonnes. Alors soit la vente à la bonbonne, soit la vente au ballon. Mais des consommations, moi pour y avoir travaillé quelques années justement pendant la pandémie, etc. La bonbonne clairement dans la sacoche, à prendre des ballons et à faire tourner aux copains, voilà, comme l'usage du cannabis ou de la canette. Et justement, alors une autre question par rapport au coût qui reflète un peu ça, différents modes d'acheminement du produit et de façon, enfin, différents circuits pour avoir du protoxyde d'azote. Est-ce qu'il y a des coûts c'est quoi le coût d'une bonbonne, d'une grande bonbonne comme ça, une petite cartouche? Voilà, cette bonbonne-là va coûter entre 25 et 30 euros. Voilà, dégressif. Voilà, pour à peu près 80 ballons, entre 80 et 100 ballons. Et il y a des bonbonnes qui sont plus rares maintenant, mais c'est des bonbonnes qui pèsent 15 kilos. Donc là où il y a presque 2000 ballons, d'accord, qui coûtent 200 euros. Ok. Voilà. Bon, après, ça, c'est plus rare. Ce qui est plutôt vendu dans les coffres de voiture, des choses comme ça, c'est des cartons de 6 ou 12 bouteilles. Et donc, à 30 euros la bouteille. 30 euros la bonne. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des liens avec d'autres consommations? Est-ce qu'il y a un intérêt de consommer du protoxyde d'azote et une autre substance? Est-ce que les usagers, ils ont tendance à faire toute une soirée qu'avec du protoxyde d'azote? Comment ça s'imbrique avec les autres substances psychoactives? Majoritairement, l'utilisation du protoxyde d'azote, il était plutôt festif, donc il est associé aux consommations d'alcool majoritairement. Et après, quand c'était consommé dans la rue par des jeunes qui étaient assis sur un banc ou en bas d'un immeuble, bon, on avait des mélanges avec du cannabis, un peu d'alcool. Ça pouvait être que du protoxyde d'azote, mais c'était plutôt rare. C'était plutôt quelque chose qui était festif, qui était favorisé notamment par une consommation d'alcool, une désinhibition. On rajoutait quelque chose. Jean-Laurent disait tout à l'heure, ça avait fait un petit effet boost de l'alcool, ça relançait. Voilà, donc on avait, c'est assez peu des consommations. Encore une fois, hein, ceux qui consommaient uniquement du protoxyde d'azote en grande quantité, c'est une très faible minorité des consommateurs et avec des problématiques sociales, psychologiques, psychiatriques importantes qui concernent très peu de personnes. Voilà. C'est ceux qui justement vont consommer constamment ballon sur ballon. Nous, moi j'ai eu des témoignages en stage en fait, c'était la personne, malheureusement, il était dans son coin à consommer des ballons, quoi. Ballon sur ballon, ballon sur ballon, et il faisait pas partie de la soirée. Ce mec-là, il en proposait, les gens disaient non, mais ça me fait mal à la tête, etc. Donc, il préfère fumer, boire, etc. Donc, c'est quand même à la marche dans leur groupe de terre, quoi. Il y a une question sur comment repérer physiquement une personne qui est sous influence du protoxyde d'azote. Comment ça va se caractériser visuellement, comment on peut le repérer? Par expérience, moi j'en ai rencontré, mais parce que le seul moyen de les repérer, c'est qu'ils sont en train de consommer. Voilà, donc ils ont soit un ballon à la main gonflé ou dégonflé, ou soit une bonbonne, hein, clairement, comme je le disais tout à l'heure, dans sa sacoche, à se gonfler ses petits ballons. Après, c'est très compliqué puisque, comme on le disait, les effets sont très rapides. En quelques secondes, voire quelques minutes, l'effet disparaît. Donc, il n'y a même pas de changement dans les pupilles, dilatation. Et donc, c'est compliqué à part, comme disait François, enfin, on l'a dit tous les deux, mais l'idée que c'est
en général concomitant avec de l'alcool et du cannabis. Donc, le proto là-dedans vient juste un peu se mélanger, mais si c'est qu'une consommation de proto, il n'y a pas, Ça se voilà, verra pas. ça se verra pas. Ça se verra pas. Et il y a une quantité justement nécessaire du coup pour avoir le déclenchement de des effets euphorisants, hilarants, ou est-ce que c'est dès le premier ballon qu'on a C'est des dès le effets? premier ballon. Enfin, c'est encore une fois des témoignages, mais dès le premier ballon, il y a des effets d'euphorie et d'ébriété, voilà, de rire incontrôlable. Et après, ils disparaissent. Donc, les risques, encore une fois, sont de ne pas s'oxygéner entre chaque type de ballon. Si on parle réduction des risques, par exemple, c'est que les personnes qui vont vouloir que ça dure longtemps vont continuer à souffler dans le ballon et respirer. Donc, insuffler, souffler, etc. Et donc là, ils vont être en mode d'oxygène. Donc, en mode réduction des risques, nous, on va dire, lâche ton ballon, prends ta bouffée de proto, respire et reprends. Mais ne fais pas un circuit fermé et pour éviter donc chute et malaise, quoi. Et donc ça, c'est le message de réduction des risques. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques en réduction des risques liés à la consommation de protoxyde d'azote? Bah, à part ce petit cracker, hein, si on parle Je peux le d'outils, remontrer, je vais le remontrer cet outil. Donc là, en plus, il y a du caoutchouc. Avant, ils étaient vendus, ils étaient tout en acier, en aluminium, et il rentre donc la cartouche dedans, comme ça. Voilà, avec là, ils viennent visser. Donc tout était en aluminium, donc ça pouvait brûler les doigts. Donc après, ils ont innové. Comme quoi, hein, ils sont très forts. Et donc, ils ont mis du caoutchouc pour éviter de se brûler les doigts. Voilà. Et en percutant, en tournant ça, je vais gonfler un ballon que je vais mettre. Voilà, il y a 4 sorties et le gaz va sortir par ce ballon-là. Et ça, c'est l'outil, le seul outil qui était connu de réduction des risques, voilà, de consommation. Mais comme le dit François, on retrouve beaucoup moins ces outils-là puisque c'est beaucoup moins consommé par petite bonbonne. C'est plus économique de venir sur une grosse bonbonne comme ça. Il y a une sorte de détendeur, donc c'est un petit triangle comme ça sur lequel on appuie, que les utilisateurs appuient et gonflent les ballons. Ils peuvent en gonfler à peu près 80. Donc, le principal outil de réduction des risques, c'est les messages de réduction des risques. Donc, voilà, d'utiliser effectivement des ballons, d'être assis, d'éviter de respirer en continu sans respirer de l'air, de le faire dans un endroit approprié. Voilà, c'est plutôt des messages d'usage qui sont des outils de réduction des risques. Voilà, et en échangeant avec les adolescents, parce qu'on apprend avec eux qu'il y a une consommation ou qui est potentiellement, ils vont aller dans une soirée, il y a des consommations, voilà, comment ils vont faire, comment ils vont se positionner. Déjà, je vais faire réfléchir peut-être un petit peu en amont. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils rencontraient une vente de ballons, voilà, comment ils se positionneraient. Voilà. On sait qu'il existe différents lieux où on peut récupérer du matériel de réduction des risques. Donc ça serait hormis des messages, ça serait le seul outil physique de réduction des risques. Est-ce que c'est un outil qu'on peut se procurer facilement ou est-ce qu'on peut l'acheter? Ce fameux cracker. Ouais. Donc, je l'ai acheté sur le site dont je vous ai donné le lien. C'était vendu avec le fournisseur de proto, ce fameux cracker. En général, de toute façon, chaque bouteille est vendue, si c'est une grosse, avec son détendeur. Voilà. Mais à part des sites commerçants, non, on ne peut pas en trouver dans des structures d'addictos comme les nôtres. Voilà, c'est vraiment un outil commercial. On parlait de l'effet euphorisant, donc qui arrivait dès les premières doses. On l'a vu, c'est le protoxyde d'azote, c'est aussi un gaz qui est utilisé donc dans le domaine médical et dans le domaine industriel. Est-ce qu'il y a une différence dans la composition du gaz? Est-ce qu'il y a des concentrations différentes dans la bonbonne, dans les cartouches? Est-ce qu'il y en a un qui est plus propice à un effet euphorisant, l'autre à un effet anesthésiant? Comment différencier un peu les différents protoxydes d'azote dans les différents domaines d'utilisation? Je crois que vraiment la différence, c'est celui qui est médical, donc le fameux MEOPA, avec des dosages différents Néopa, d'oxygène. c'est pour C'est un mélange équimolaire là utilisé dans les ambulances, voilà, d'oxygène et de protoxyde d'azote. Ouais.
été justement pour éviter l'asphyxie, l'hypoxie. Voilà, parce qu'ils se sont aperçus dans cette deuxième moitié du XXe siècle là qu'ils avaient des problèmes avec le proto au départ, et donc ils y ont ajouté de l'oxygène. Mais à part ça, voilà, ce qu'on a lu et ce qu'on a vu, c'est que que ce soit des petites bonbonnes ou des grosses bonbonnes, c'est le même gaz, le protoxyde d'azote. Il n'y a pas de concentration différente. À part, comme disait François, sur des bombes d'air sec, donc pour des nettoyants, voilà, nettoyants ménagers, etc. Où parfois certaines bonbonnes n'ont même pas de proto. Hein, c'est différents gaz secs, etc. Et donc là, la petite photo qu'on avait sur l'emballement médiatique, la personne était morte, le jeune ado avait goûté du proto, était assez fan, et le jour où il y en avait plus, où il pouvait pas y accéder, etc., a pris la bombe de son ordinateur. Et voilà, il a consommé ça sur plusieurs jours et il en est mort. Mais ce n'était pas du proto. Voilà. Très bien. Des questions concernant le côté addictif du protoxyde d'azote. Est-ce qu'il y a du craving Alors, au protoxyde d'azote? le craving au niveau purement addictif, non, puisque on a vu que c'était un produit très très peu addictif. Alors ceux qui vont développer une addiction vont potentiellement avoir du craving lié à leur addiction, mais encore une fois c'est très peu. Ce qu'on voit, c'était plutôt l'envie de consommer tout de suite après, lié au fait que le protoxyde d'azote a un effet très court. Donc si on a envie de retrouver vite l'état dans lequel on est sous la consommation d'un ballon. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont enchaîner des ballons. Encore une fois, c'est loin d'être la pratique générale. La pratique générale, c'est de faire un ballon de temps en temps pendant la soirée. Pour renforcer, parce qu'après la majorité des personnes ne vont pas supporter effectivement l'effet d'enchaînement. C'est le petit plus que certains vont trouver dans la soirée, c'est de se faire un petit délire avec un ou deux ballons dans la soirée. Et c'est comme ça que c'était vendu majoritairement lors des soirées. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément cette envie de consommer répressive. Voilà. Difficile de parler de craving au sens clinique du terme. Et tant qu'on est dans l'addiction, est-ce que il y a des syndromes de sevrage, des symptômes de sevrage ou un syndrome de sevrage qui peut se développer? Alors, encore une fois, sur les quelques cas de consommation massive, effectivement, on a des syndromes de sevrage qu'on va retrouver pour des gens qui ont l'habitude de consommer un produit et qui ont l'habitude de fonctionner avec et quand ils ne vont pas l'avoir, donc plutôt des sevrages type anxiété, nervosité, troubles de l'humeur, troubles de l'humeur, des maux de tête, des choses comme ça. Très bien, merci. Une question sur le produit et l'accès aux autres substances. Est-ce que le proto désinhibe et est-ce qu'il peut être utilisé pour faciliter l'accès à d'autres produits? Non, comme c'est plutôt l'inverse. C'est la désinhibition qui va faire qu'on va utiliser du proto et la grosse majorité des gens qui consomment du proto, ils font en contexte festif avec de l'alcool. Voilà. Et c'est ça qui va favoriser la consommation de protoxyde. Mais c'est pas un désinhibant le protoxyde d'azote. De toute façon, c'est plus facile de consommer du proto une fois qu'on est un petit peu enjaillé avec l'alcool, où voilà, on est un peu sous effet, on a ouvert un peu nos chakras à l'expérimentation et donc voilà, consommer ce proto comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a des cocktails aussi avec le protoxyde d'azote qui ont un intérêt de au préalable remplir son ballon avec d'autres substances? Est-ce qu'il y a des cocktails qui sont faits avec le protoxyde d'azote? Des cocktails. On essaie. Des idées, c'est pas c'est a priori, non, le cocktail dans le ballon, il n'y a pas de cocktail de mélange de gaz. Non, on va avoir différents types je pensais au mélange qu'on peut trouver des fois avec des gens qui vont prendre du poppers et du protoxyde, renforcer, avoir ces effets qui sont un peu similaires aussi, hein. Mais globalement, on fait pas trop. Non, le cocktail, c'est plutôt l'alcool proto qui vont le proto va booster un peu les effets de l'alcool ou du cannabis, ça va renforcer le côté hilarant des grosses barres, comme on dit.
Très bien, merci. Alors, on va rentrer maintenant, si on parle un peu du repérage et sinon des orientations. Comment repérer une éventuelle pratique du protoxyde chez les patients qui sont aux urgences et de manière plus globale, comment peut-être repérer et aborder un usage problématique? Mais moi, je dirais sur la question des consommations de protoxyde et quand les gens ils arrivent aux urgences, c'est souvent suite à des suivis neurologiques. Donc effectivement, je crois qu'il y a des protocoles au niveau hospitalier en fonction des signes cliniques qui vont être repérés et donc il va y avoir des interrogations quand il y a ces signes cliniques-là sur les consommations éventuelles des personnes. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas euh, d'overdose de protoxyde qui font que on peut avoir quelqu'un qui s'est retrouvé aux urgences d'un coup comme ça parce qu'il a consommé beaucoup de protoxyde. En tout cas, ça peut être signalé effectivement. Est-ce qu'il y a donc un antidote qui existe ou le traitement arrivé aux urgences pour des problèmes neurologiques? Est-ce qui va être mis en place? Est-ce qu'il y a un antidote qui va être injecté à l'arrivée chez le patient, qui va être administré? Et après, qu'est-ce qui est prodigué comme soin? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a un antidote déjà au protoxyde d'azote qui pourrait faire partie un peu de l'éventail de réduction des risques? Alors, encore une fois, on n'est pas médecin ni urgentiste, mais globalement, sur les signes neurologiques, il y a eu à un moment donné l'idée effectivement euh, de faire des cures de vitamine B12 et apparemment, de ce que nous on a lu sur les recommandations, ça n'a peut-être plus étant si efficace que ça ne peut pas pallier les déficits en vitamine B12 qui pouvaient résulter d'une consommation massive de protoxyde d'azote. Et de la mise au repos, de l'arrêt de toute consommation, ça c'est sûr des premiers troubles normaux. Mais donc souvent une hospitalisation en fait, hein, voilà. Et une reprise alimentaire normale, un petit peu plus effectivement riche en différentes vitamines, mais il n'y a pas d'antidote comme ça peut être pour d'autres substances. Très bien. Concernant le suivi, est-ce qu'il y a des dépistages qui peuvent être mis en place à la suite, par exemple, d'un sevrage? Est-ce qu'il y a un dépistage sanguin au niveau biologique qui peut être fait avec le protoxyde d'azote? Alors, ils y réfléchissent, d'après ce qu'on a lu aussi, par rapport à cette prochaine éventuelle loi, ce projet de loi, voilà, puisqu'il y a la possibilité, il est jusqu'à 16 heures détectable dans le sang, en fait, le protoxyde d'azote. Donc, parce que comme il y a eu parfois des soupçons de consommation suite à des accidents de la route, là c'est principalement accident de la route, et que juste après la salivette ne donnait rien, des choses comme ça, c'était pas détectable. Donc les contrevenants ou ceux qui avaient provoqué les accidents s'en sortaient bien, on va dire. Et bien l'idée est de venir derrière faire une prise sanguine. Et on sait que maintenant toutes les difficultés de faire des prises de sang sur des contrôles routiers, des choses comme ça, c'est très compliqué. Ils ont arrêté pour le cannabis. Donc, ça m'étonnerait qu'ils remettent des docteurs dans des camionnettes faire des contrôles routiers sur le photo. Cette question, elle venait de l'intérêt de dépister ça par les parents chez leurs enfants pour voir en fait s'ils continuent à consommer ou s'il y a eu des messages. Donc, de manière plus globale, peut-être quoi transmettre aux parents pour surveiller un peu une consommation, comment la repérer chez son ado. De la communication, je dirais. Oui, l'idée c'est comme tout pour tous les produits. Si on veut prévenir les consommations, il faut instaurer un dialogue voilà, le plus ouvert possible, informer, imposer un cadre. On sait que c'est protecteur, hein, faire attention, voilà, faire attention aux sorties, faire en sorte que avec des heures de rentrée, faire en sorte que quand les enfants rentrent, les adolescents rentrent, ils sont en état. Voilà, c'est ce genre de choses-là, mais surtout la qualité de la communication par enfant qui va prévenir les risques. Alors du coup, quand on imagine que on va avoir la solution, c'est comme avec le cannabis, on va faire un test urinaire et on va pouvoir
prouver qu'il y a une consommation. Donc, on a vu que là, 16 heures, c'est même pas la peine d'essayer de faire un test urinaire parce que dans les urines, on va rien trouver. Et ensuite, on ne veut pas s'amuser à amener son enfant prendre une prise de sang pour vérifier s'il a pris du protoxyde d'azote 16 heures dans la journée ou la soirée précédente. Mais en plus, on se rend compte que ça ne sert à absolument rien. Ça ne fait qu'envenimer les relations entre parents et enfants. Et une fois que vous savez qu'il prend le protoxyde d'azote ou d'une autre substance, vous faites quoi? Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser les échanges, le dialogue. Et ça s'inscrit dans une éducation à long terme. Et puis, s'il y a la consommation, essayer de voir aussi qu'est-ce qu'ils jouent. Hein, les adolescents qui consomment des substances psychoactives, c'est du côté de la normalité. Hein. Alors, pas toutes les substances, mais dans les expérimentations d'alcool, de tabac, de cannabis et d'autres substances vont potentiellement arriver chez beaucoup d'adolescents. L'idée, c'est de les amener voilà, à réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont y trouver, pourquoi ils le font, comment ils peuvent s'en prévenir, voilà, et puis d'être attentif à son adolescent, ça va être la première phase qui va permettre de prévenir ces risques-là. Je pense que le proto dans les soirées, encore une fois, la majorité des jeunes viennent de l'expérimenter. C'est pas à chaque soirée. C'est voilà. Par contre, ce qu'il y a à chaque soirée, c'est l'alcool, c'est le cannabis, avec ces gros dangers derrière, même immédiats. Hein. Donc le proto, le seul discours qu'on peut avoir s'il y a consommation, c'est de dire voilà, si le jeune, si la personne dit qu'elle veut en consommer, c'est ce qu'on a dit en message de réduction des risques rapide, immédiat, c'est de consommer assis, parce que c'est là où il y a eu au final le plus grand nombre de chutes sous proto. Enfin, la chute est vraiment le risque immédiat. Donc de commencer de consommer assis. Et après, ça c'est des messages un peu de RDR, un peu banaux. Enfin voilà, c'est pas très original, mais c'est de pas consommer tout seul. Et si on veut expérimenter, de s'assurer qu'il y a un copain à côté, ou en tout cas quelqu'un qui va pas consommer, qui va être un peu là alerte. Et voilà, effectivement, de consommer assis, de pas avoir quelque chose dans la bouche, être en train de boire ou manger et souffler, parce que là, il y a des risques et effectivement d'étouffement, etc. Mais là, elle est très infime, l'expérimentation de proto par rapport aux soirées oui, alcool joint. Si on veut s'inquiéter de quelque chose, il faut s'inquiéter des consommations d'alcool. Et vraiment, si vous abordez la question de prise de risque lors des soirées, passer d'abord par la question de consommation d'alcool qui vont être infiniment plus dangereuses dans l'absolu que les consommations excessives, que les accidents de la route, les accidents de scooter, de trottinette, de vélo, les bagarres, les agressions sexuelles. Ça vient de la consommation d'alcool avant de la consommation de tous les autres produits. Donc, si vous voulez être cohérent avec votre adolescent, parlez-lui des vrais risques et pas des choses minimes qu'il va rencontrer peut-être 2 ou 3 fois dans sa vie. Voilà. Et qu'à partir du moment où il saura se protéger des risques liés à une consommation d'alcool, il saura se protéger largement pour toutes les autres consommations. Et justement, pour ces jeunes-là, est-ce qu'il y a des lieux spécifiques là en Nouvelle-Aquitaine et de manière générale, les CJC, est-ce qu'il y a des prises en charge qui sont spécifiques? Est-ce qu'il y en a pour le protoxyde d'azote? Ou finalement, comme vous dites, c'est peut-être plus pour d'autres substances? Est-ce au CJC, protoxyde d'azote? CJC, donc moi je travaille en CJC depuis 20 ans. Alors c'est vu, j'ai eu quelques jeunes, effectivement, on a vu la prévalence ces 3 dernières années, c'était important, donc ils en ont consommé. Mais ils se sont clairement pas mis en danger avec le protoxyde d'azote. Par contre, tout ce qui a posé la majorité des orientations est dû au cannabis, tabac puis alcool. Donc il y a
voilà, c'est pas ce qui nous inquiète, nous, en tant que professionnels chez un jeune, c'est la consommation de protoxyde d'azote. Voilà, ça va être l'anecdote dans la consommation. Donc, s'il va pas bien, donc s'il est amené en CJC, c'est que potentiellement il y a des choses. C'est pas le protoxyde d'azote qui est amené en CJC, c'est les autres consommations. Ce que j'ai peut-être oublié de dire, on l'a quand même dit, mais on le répète, c'est peut-être aussi un message clair, c'est que le jeune, qu'il ait son permis ou pas, enfin, c'est mieux qu'il ait son permis, pour conduire, qu'il ne consomme pas en roulant. Voilà, qu'ils prennent pas parce que ça peut peut-être arriver, on ne sait jamais, mais il y a eu un accident mortel à Bordeaux, d'où aussi l'importance de ces médiatique, etc. Où il était en train de conduire et son copilote lui a filé un ballon et donc ça lui a fait un voile, devant les yeux, cette distorsion visuelle et il s'est pris le poteau du passage sur les boulevards là, sur le poteau d'un pont. Et donc, son copilote qui lui avait filé le ballon, on est mort. Ça, c'est intéressant et c'est une des questions là qu'il y a eu aussi. C'est la question de quand est-ce qu'apparaissent les symptômes. Donc, on voit là ce voile-là, il est apparu immédiatement. Voilà. Mais est-ce qu'il y a tout à l'heure, on parlait de fourmillement, de picotement. Est-ce que c'est aussi des symptômes qui arrivent après une consommation ou est-ce que ça peut arriver à retardement, notamment, enfin, quels sont les risques un peu plus tardifs que lors vraiment de l'inhalation? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent un peu à retardement? Normalement, tu viens de parler des deux temps. Le côté immédiat, c'est ce voile. Alors, que tout le monde n'a pas forcément, mais un petit peu dans les yeux, c'est une possibilité. Auditif aussi, entendre des sons, entendre des distorsions visuelles. Et ce côté très euphorique, ébriété, etc. Donc état second, ça c'est l'effet vraiment immédiat Et qui part dans les quelques secondes. qui disparaît au final. Mais bon, si vous êtes en train de conduire un scooter, je ne sais pas, n'importe quoi, voilà, là c'est comme si vous étiez agité et vous maîtrisiez plus rien, vous perdiez le contrôle. Tandis que les fourmillements, en tout cas, tout ce qui est rapporté, c'est à partir de consommation répétée. C'est pas du tout, chronique. C'est pas du tout sûr de l'effet, j'ai pris un ballon et je vais avoir des fourmis. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, parce que tu en parlais un petit peu, sur les réseaux sociaux, il y a aussi des témoignages de gens qui ont pris beaucoup de protos et qui ont eu des paresthésies, etc., avec les premiers signes de fourmillement dans les pieds et dans les mains. D'accord. Et alors, ça c'est toujours la même question. Là, on parle d'usage chronique chez les jeunes. À partir de quand justement c'est repérable, il y a la présence de ces symptômes neurologiques. Un usage quotidien pendant plus de 3 mois. Est-ce que vous avez des notions peut-être à donner à ceux qui nous écoutent concernant ces délais en fait? C'est compliqué. Si on parle de 440 cas en France. Avec des différences individuelles en termes de fragilité, de métabolisme. Voilà, 440 cas, c'est rien du tout par rapport aux centaines de milliers de consommateurs de protoxyde d'azote, d'expérimentateurs ou de consommateurs un peu peut-être réguliers. Donc, on peut pas définir réellement. En tout cas, la majorité, l'immense majorité des cas recensés, c'est comme le disait Jean-Laurent tout à l'heure, c'est sur plusieurs centaines, plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de cas par jour ou week-end. Ouais. Et ça prend des semaines d'affilée, quoi. C'est vraiment des choses où on a ces signes neurologiques. L'idée, c'est que ça fasse baisser, ça fasse un déficit en vitamine B12, donc il apparaît pas, je consomme pas un ballon et j'ai plus de vitamine B12 dans le corps. C'est le fait de répéter mon alimentation, mon corps ne plus me suppléer, compenser ce déficit en vitamine B12 qui va venir parce que je vais consommer 10, 15, 20, 30, 40 régulièrement cartouches et au bout d'un moment, cette carence-là va attaquer, va faire en sorte que la myéline du système des nerfs va être attaquée et donc ça va provoquer au fur et à mesure des problématiques au niveau nerveux. Voilà, donc encore une fois, à chaque fois, alors je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 cas où on n'était pas sûr qu'il y ait des grosses quantités
Mais voilà. On est quand même sur des quantités très importantes et la majorité, on est plus sur des quantités très occasionnelles parce que là, pour y aller à plusieurs centaines dans la même soirée, ça fait. Mais là, voilà, on parle effectivement sur les complications, hein, sur les efforts, c'est de consommation quotidienne d'environ centaines par jour, effectivement, et sur plusieurs jours. Donc là, on a ces effets, je vais pas répéter, hein, mais effectivement, la vitamine B12, cette carence-là, et donc des symptômes de fourmillement, etc. Et donc c'est à ce moment-là, quand on ressent ces symptômes, où là c'est 15 neurologues. Alors, il y a aussi rapporté des troubles psychiques et cardiaques aussi à ces fréquences, à cette chronicité de consommation. Donc, effectivement, ouais, consulter médecin. Alors, en général, s'il y a eu urgence, c'est que la personne est tombée. Ouais. On va travailler ça. Mais de toute façon, c'est le médecin, oui, ou sur le service hospitalier pour aller voir ce qui ne va pas. Tout à fait. Il y a un âge en dessous duquel les risques sont majorés par rapport à la consommation, un facteur protecteur de l'âge. Voilà. De manière globale, c'est une des questions. Oui. Plus on est jeune, plus c'est risqué. Voilà, comme tous les produits. Dans l'âge idéal, si on peut attendre le maximum avant de consommer du protoxyde d'azote, c'est le mieux. C'est aussi un discours qu'on peut avoir vis-à-vis d'un jeune, c'est-à-dire ça c'est très important. C'est-à-dire que si tu peux attendre, si tu as envie, plus tu es jeune, plus tu as de risques, plus tu vas avoir de soucis liés à cette consommation. Et puis après, plus on a d'usage régulier de produits de toute nature que ce soit, plus on est jeune, plus on a des risques d'en user, d'en expérimenter. Si vous commencez à fumer des cigarettes à 8-9 ans, il y a plus de chances qu'à 11-12 ans, vous avez expérimenté du cannabis. Voilà. Mais voilà, ça n'est pas une obligation parce qu'on a consommé du protoxyde d'azote en soirée, qu'on a tout type de consommation. Les jeunes adolescents et les jeunes adultes comprennent vachement, enfin, pour avoir aussi, pour encadrer des tâches autour du cannabis, etc., le fait que le cerveau soit jeune, soit en développement. D'accord? Il se construit. Et quand on leur parle comme ça, c'est-à-dire que la construction du cerveau, tout effet psychoactif et délétère, enfin, modifie cette construction du cerveau et peut créer après des pathologies ou des troubles de l'humeur, des risques suicidaires, dans la vie d'adulte, irrémédiable, c'est assez souvent compris. Donc, que ce soit pour le cannabis, l'alcool et donc évidemment le protoxyde d'azote, plus on consomme jeune, plus on joue un petit peu avec un bon développement de son cerveau. Il y avait une question aussi par rapport à une différence concernant le genre chez les hommes ou chez les femmes. Est-ce qu'il y a eu des choses de rapporter Alors, pas ce qu'on a lu en termes de risque, hein, c'est-à-dire que autant on voit que avec l'alcool, il y a des différences de genre en termes de risque, c'est-à-dire que même quand il y a de l'alcool consommé par un homme ou une femme, ne peut pas avoir les mêmes conséquences. D'où l'importance aussi d'informer les jeunes filles de ce fait-là par rapport à l'alcool. Le protoxyde, il n'y a pas de connaissance de différence, mais il se trouve que majoritairement, ce sont plutôt des garçons qui sont dans des consommations problématiques. Voilà, donc la majorité des cas étaient plutôt des personnes masculines qui arrivaient à avoir ces consommations-là. Après, en soirée, alors souvent les filles adoptées par le passé des comportements un peu plus protecteurs, on a ce repère-là, ça a tendance à se lisser, c'est-à-dire que avec cette idée-là heureusement d'égalité des sexes, il y a aussi une égalité des sexes concernant les consommations. Mais globalement, les filles prennent moins de risques que les garçons, donc elles vont utiliser moins les produits de manière globale et générale, à part le tabac. On voit que en termes de prévalence, les garçons sont plus consommateurs que les filles. Super, merci pour toutes ces précisions. Il nous reste encore quelques minutes. Il y a une dernière question qui a été posée au tout début dans le chat. Je m'excuse, je vais la poser maintenant, je viens de l'apercevoir à l'instant. Est-ce qu'il y a une différence de consommation entre les jeunes en milieu rural et en milieu urbain? C'est peut-être ce que disait Jean-Laurent, c'est-à-dire qu'il y avait
euh, c'est l'accessibilité qui va faire varier un peu le mode de consommation, le côté mode. Donc, en milieu urbain, des fois, c'est plus simple d'avoir accès à ce produit-là. Maintenant qu'on a limité l'accès de manière massive aux mineurs dans les magasins courants, voilà, après, on peut toujours commander sur Internet et se faire livrer. Donc, ce qui fait que aussi en milieu rural, on peut retrouver des consommateurs qui font des soirées au protoxyde d'azote. Et puis on utilise le protoxyde d'azote dans la soirée. Mais nous, sur les consommations importantes et observations, effectivement, c'était lié aussi au quartier prioritaire, donc voilà, plutôt urbain. Parfait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. La session, le webinaire a été enregistré, donc il sera disponible dans quelques jours, quelques semaines sur le site de la Coréa, donc vous pourrez revoir tout ça. Vous pourrez également demander les adresses mail des intervenants si vous voulez aller plus loin et si vous avez des questions un peu plus personnelles, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour le premier pour le premier webinaire de l'année qui sera sur la cocaïne et le crack. On aura l'honneur d'avoir Madame Chevalier Catherine, qui est psychiatre et addictologue au XAPA Bobio de Limoges, qui abordera cette thématique. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu aux questions. C'était un plaisir. N'hésitez pas, effectivement, en tout cas pour toutes les questions de jeunes et de consommation, n'hésitez pas à nous contacter à Canabu pour prolonger les échanges ou la discussion sur les autres produits. Voilà. Et Canabu, c'est un lieu pour les jeunes, mais c'est aussi un lieu pour l'entourage des jeunes. Donc, on est aussi missionné pour accompagner les personnes autour de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.